RDC, face aux défis du changement climatique, face aux défis environnementaux, la RDC, pays continent aux 120 millions d'habitants, c'est la plus grande nation de l'Afrique centrale, le deuxième pays le plus grand de l'Afrique. En tout cas, après l'Algérie, ce pays est confronté à d'énormes défis liés au secteur de l'environnement et de la biodiversité. C'est dans ces cadres justement que le pays a pris la décision de mettre en place ce qu'on appellera le couloir vers Kivu-Kinshasa qui s'étend du nord Kivu jusqu'à Kinshasa en passant notamment par la route nationale numéro 4 vers la ville de Kisangani et le bassin du Congo. On en parle dans cette émission couverte qui décrypte l'actualité, en tout cas environnementale. L'autre question, l'autre sujet, ça sera la situation dans la ville de Kinshasa. Kinshasa, la plus belle, Kinshasa, ville belle, Kinshasa, la poubelle également. Les contrastes de la capitale congolaise, on en parle dans cette émission. Une ville sous l'eau, quel remède pour sortir la mégalopole aux 17 millions d'habitants à ce marasme. C'est la deuxième thématique plutôt de cette émission que nous allons parler avec un expert, pas le moindre. Il s'agit de monsieur Célestin Ngelemba Bokoué, qui est député national élu de la circonscription électorale de Monkoto. Là, nous sommes dans la province de la Chuapa. Il est membre de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, puisqu'il y en a plusieurs. Également, président, vice-président du groupe parlementaire UDPS, groupe parlementaire Le Peuple d'abord, c'est-à-dire regroupant la plupart de partis autour de la grande famille UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Notre invité est également membre de la commission parlementaire environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable. Il est né à Lutumbe le 26 mai 1969. Il est licencié en agronomie, disposant de solides connaissances en évaluation de projets et en gestion des catastrophes naturelles. Vous comprenez déjà le cahier de charge, vous comprenez déjà que c'était un expert dans les secteurs. Il est, pour terminer, le président du caucus parlementaire de députés de la province de la Chuapa. Nous sommes dans l'ancienne province de l'Équateur. Il est à la tête d'une initiative parlementaire qui n'est pas le moindre parce qu'il est né dans cet environnement. Il a pensé qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de conflits entre les populations locales et beaucoup de projets environnementaux, d'où son initiative portée qu'il est en train de présenter bientôt à l'Assemblée nationale, dénommée Homme-Faune, qui cherche à comprendre, trouver des solutions sur la problématique de la biodiversité, de la conservation de la nature. Comment est-ce que les habitants peuvent justement cohabiter et trouver des solutions? Comment le projet de développement dans ces zones, qui qu'on appelle les zones vertes, les zones vertes qu'il faut protéger, comment la population directement concernée par ces initiatives doit être au préalable impliquée pour que les choses ne puissent pas gâter à peu près assez souvent. Monsieur le député, honorable député, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pensez que je vous ai bien présenté? Oui, je pense qu'on n'aura pas tout terminé, mais c'est bon. Merci beaucoup. Vous avez fait l'honneur à Géopolis de pouvoir faire le déplacement, répondre à notre invitation. On en parle, mais pas toujours. La RDC qui se présente comme pays solution à la tête d'une grande initiative qu'on appelle Couloir Vert. Couloir Vert, c'est ce grand projet qui s'étend sur une superficie de 544 270 km², incluant notamment la route nationale numéro 4 de Beni à Kisangani et le bassin du fleuve Congo de Kisangani à Kinshasa, ainsi que dans les territoires au nord et au sud de ce bassin. C'est autour d'1 milliard d'investissements. Le président l'a dit et l'a redit dans beaucoup de conférences internationales à travers le pays, à travers le monde plutôt. Il insiste sur la nécessité que la RDC doit demeurer pays solution. Au niveau du Parlement, comment ça a été accueilli et au niveau de votre commission spécialisée, comment est-ce qu'un perçu ce projet, comment la prise en charge s'organise? Merci pour la question et pour l'intérêt du sujet. Vous savez, nous sommes très fiers de voir qu'il y a eu, quand nous nous référons un peu des ODD, on a toujours parlé que nous devons atteindre les 30% du territoire national pour la biodiversité, pour la conservation de notre environnement. Mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi,
n'a pas fermé l'œil, n'a pas fermé les oreilles, mais c'est encore une fois la concrétisation de sa pensée, de sa vision. Le chef de l'État a dit pousser dur pour ces projets, pour que ça soit certainement signé, adopté par le Parlement. Et nous avons fait ça. Le Parlement même, parce que c'est une initiative. Les gens tout au début ne comprenaient pas que c'était un projet qui devrait nous aider. C'est vrai qu'il y a eu un débat, mais à la fin des comptes, le Parlement congolais a dit voter le projet, la vision qui a été transmis au niveau du Sénat. Et le Sénat aussi l'a accompli parce qu'il y a eu un débat, mais à la fin des comptes, on a accepté. On a accepté pourquoi? Parce que avec ces projets, nous pensons que nous allons aussi revivre l'unité de la nation congolaise. Vous savez, autrefois, quand nous voyons, il y a de cela 30 ans, les haricots venaient de l'Est pour Kinshasa. On voyait tout ce qu'on cultivait, les pommes de terre à Goma arriver à Kinshasa. Mais vous remarquez que ces derniers temps, ça pose problème, il y a rupture. Mais avec l'application, avec la mise en place de ces projets, je vous assure qu'il y aura cette facilité, que nous puissions encore une fois revivre la consommation interne de nos produits qui sont de l'Est pour l'Ouest et pourquoi pas l'Ouest pour l'Est. Voilà, on va revenir à vous. On écoute d'abord le chef de l'État, on le suit parce qu'il a, en tout cas pour annoncer l'avènement de ce projet de couloir vert Kivu-Kinshasa, le président de la République a pris la parole justement pour spécifier les objectifs de ce projet, globalement résumé par la nécessité de promouvoir un développement durable dans ces zones dont la plupart est touchée par les conflits armés et multiformes, même les conflits entre les communautés locales, justement dus selon les prévisions du gouvernement, probablement aussi par la pauvreté et qu'il fallait promouvoir un développement beaucoup plus vert, ce qu'on appelle le développement durable. On écoute le chef de l'État si on est en parfaite collaboration avec la technique. Au cours des 3 dernières décennies, nous avons été témoins de l'immense courage et de l'extraordinaire résilience de nos communautés congolaises face aux conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Cette capacité exceptionnelle de nos populations locales à faire face à l'adversité a inspiré une idée audacieuse, la création du couloir vert Kivu-Kinshasa, qui, en s'inspirant de la riche expérience du programme de l'Alliance Virunga, vise à dupliquer son modèle de conservation communautaire sur une large portion de notre territoire national. Notre vision est de mettre en place une approche de conservation communautaire qui, tout en garantissant des fonctions écosystémiques essentielles pour toute la planète, assurera des moyens de subsistance économique pour des millions de Congolais à travers des institutions de gouvernance adaptées au contexte local et capables de proposer des réponses souples et culturellement appropriées. Il s'agira donc d'un couloir vert, géré par et pour les populations, qui redéfinira la nature même de la conservation des forêts du Congo. Aujourd'hui, la forêt du bassin du Congo constitue l'un des derniers poumons verts de notre planète. Son rôle de stabilisation du climat mondial est essentiel à la survie de l'humanité tout entière. Conscient de cette responsabilité, j'ai pris la décision de lancer cette initiative volontaire et ambitieuse qui, en préservant les forêts primaires de la République démocratique du Congo, contribuera à l'effort global de lutte contre le changement climatique tout en favorisant un développement socio-économique inclusif pour les populations congolaises. Telle est la vocation du couloir vert Kivu-Kinshasa. En reliant les provinces de l'Est à Kinshasa, nous réunifierons et apporterons la paix et la stabilité à notre pays grâce à un ambitieux programme socio-économique intégré qui permettra de générer plus d'1 demi-million d'emplois durables, de développer des énergies propres et renouvelables, de renforcer la situation sécuritaire sur terrain et de constituer un tissu industriel varié et moderne.
vous avez suivi religieusement le président de la République qui parle justement de la nécessité de pouvoir... Il parle déjà d'abord du fait que le projet est inspiré de l'Alliance Virunga. Et enfin, il parle d'une approche communautaire qui intègre aussi la culture culturelle aussi, c'est-à-dire en prenant en compte les diversités, les spécificités de populations locales, et avec l'objectif in fine de créer la stabilité, la paix dans toute cette sous-région, avec un peu plus d'1 million d'emplois durables qui sont attendus. Vous avez déjà travaillé sur le projet. Et comment est-ce qu'on peut comprendre autrement l'idée du chef de l'État, d'autant plus qu'on sait que ce projet a été par moments fustigé par la société civile, qui estimait par moments que la population locale n'avait pas été intégrée, n'a pas été associée à la mort. Oui, merci. La société civile a le droit de penser, c'est bon. Mais je peux dire quelque chose. Quand vous suivez le président de la République, il a parlé de presque 3 ou 4 piliers de ces projets. Il parle très bien de la conservation, il parle de l'économie, par ces projets, il parle aussi des développements par ces projets. Il parle de 3 piliers, conservation, économie, et il parle de développement de façon intégrale. Et là, le président descend pour parler aussi de la paix et de la stabilité. Parce que vous savez, mon frère, nous avons à l'Est, par exemple, même partout dans notre pays, nous avons les guerres, nous avons les milices et tout ça là. En partie, ce sont les jeunes qui sont trop consultés. Mais avec ces projets, il y aura, parce que le président a parlé, il y aura des emplois. Et ces emplois, beaucoup d'employés, beaucoup de gens qu'on va employer, ce sont les jeunes. Je crois que c'est 80% ou 70%, ce sont les jeunes qui seront employés. Et si les gens sont occupés dans leur travail, je crois qu'ils ne seront pas d'accord d'aller vivre la guerre ou quelque chose là. Donc, et là, il y aura la paix, il y aura la stabilité et il y aura le développement parce que chacun sera dans son travail, dans son job et il y aura le développement qui va en suivre. Quelque part là, dans ces projets, et c'est référent de l'esprit de la Fondation Virunga, c'est une façon de faire vivre la paix, le développement dans la vie du Congolais. Et réellement, moi je pense que le président a résumé la question. Et si même la société civile a dit que non, on devait d'abord associer, oui c'est bon, on doit associer la communauté, mais je crois qu'à partir de la vision du chef de l'État pour réaliser ces projets, la société civile devrait seulement venir accompagner les projets et voir là où ça bloque, on peut amender. Parce que dans le discours du président et dans la vision du chef de l'État, il est vraiment clair qu'il veut que tout le monde soit dans la patte pour que ces projets de Kivu jusqu'à Kinshasa puissent être matérialisés avec tout ce qui va en suivre. Donc, la protection de l'environnement est là, la conservation est là, l'économie, avec ces projets, on peut sérieusement booster notre économie. Avec ces projets, il y aura un développement. Et vous voyez même, quand il venait de dire, là, il a parlé de la transformation, des transports fluviaux, de l'énergie renouvelable. Et donc, il y aura la route. Tout ça, ce sont des actifs qui pourront surgir dans ces projets. Donc, moi, je crois que même si la société civile n'a pas certainement bien compris parce que c'était une initiative qui y est venue dans l'esprit, dans la vision du chef de l'État pour matérialiser les piliers, la vision qu'il a émis pour ce quinquennat. Aujourd'hui, la société civile, petit à petit, il va approcher le ministère de l'Environnement, il approche l'ICCN et pourquoi pas tous les partenaires pour qu'on arrive à mettre en place et à mettre en pratique ces projets qui est vraiment bénéfique et qui touche beaucoup d'aspects pour les biens de la RDC. Voilà, ce que peut-être je crois que ça vous rejoint parce que déjà l'article 3 du décret du Premier ministre qui met en place justement ce projet, le décret du 15 janvier 2025 de la Première ministre Juste Minois, on parle de plus de 100 000 km² de forêt primaire et qu'on vise à protéger à travers ce projet. Et l'article 4 justement de ce décret
parle de la création, on dit ceci, la création du couloir vers Kivu-Kinshasa ne crée, ne modifie ni ne purge aucun droit préexistant détenu par les communautés locales ou tout autre tiers tant qu'il n'est pas encore procédé à la répartition et à l'affectation de zones, à la suite notamment de l'enquête publique. Vous êtes parlementaire justement spécialisé dans ce secteur-là en tant que vice-président du groupe parlementaire Le Peuple d'abord, donc UDPS, et vous êtes membre de la commission environnement de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a été fait justement? Parce que je vois il y a beaucoup de promesses ici, mais ça faisait depuis janvier que le projet était censé déjà avoir lieu parce que les décrets ont été signés, parce que ça entrait en vigueur à la date de la signature. Est-ce qu'il y a certaines initiatives qui ont été prises pour justement concilier les vues entre les populations locales et le pouvoir public? Oui, mais vous savez, vous voyez un peu la distance, vous voyez un peu la taille de ces projets, vous voyez l'espace qu'a ces projets. Vous voyez un peu l'espace qu'a ces projets, c'est pas facile. Ça passe, comme vous avez dit, du Grand Kivu, vous voyez, Beni, Butembo, province orientale, et puis, je vous informe déjà que la province orientale serait comme la plaque tournante. La plaque tournante, parce que c'est comme le centre, ouais. Le centre, et ça descend de la province de l'Équateur, il y a la partie de Ngiri, ouais. Et ça sort vers vers Lukole là, parce qu'il y a, nous avons aussi un parc là-bas, au niveau de Lukole là, et ça descend jusqu'à Kinshasa. Tout ça là, c'est pas en une fois ou en un jour qu'on peut faire ça. Je vous informe que il y a déjà les techniciens, donc les techniciens du ministère de l'Environnement, ouais. Avec les établissements comme l'ICCN qui sont à l'œuvre, et certainement ils vont aussi arriver au niveau du Parlement pour qu'on discute au niveau des commissions et voir la faisabilité. Et certainement les techniciens du ministère de l'Environnement sont à l'œuvre pour préparer déjà les questions importantes, comment discuter avec la communauté et voir ce qu'ils peuvent faire dans les jours qui viennent. Donc le projet est déjà en marche. Donc le projet est déjà en marche, vous avez raison, honorable. On voit beaucoup d'ambition ici sur le plan de ce qui a été décidé par la Première ministre, notamment l'article 6. J'ai voulu intégralement l'article 6 du décret de Premier ministre par le projet. Les projets et activités de conservation ou de développement menés dans les cadres de l'économie verte au sein du couloir vert Kivu-Kinshasa peuvent bénéficier sous les conditions suivantes de mesures incitatives fiscales prévues notamment par la loi numéro 4 du 21 février 2002 portant Code des investissements et la loi numéro 14/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier et parafiscal, des recettes non fiscales et des charges applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération, ainsi que par toute autre disposition similaire aux instruments financiers de même nature. Et dans le premier point, le point A, on parle de l'observation des procédures légales, et point B, on parle du principe du consentement libre des populations, justement, et le respect de principes relatifs aux aires protégées. On parle également de la contribution significative au bien-être socio-économique des populations locales, vous l'avez évoqué. On parle également de l'alignement avec les plans de développement et aménagement du territoire provinciaux et locaux, ainsi qu'avec le système d'information financière selon les cas échéants. Et on parle également de l'engagement et à produire sur base annuelle un audit financier, environnemental et social, et y compris les mesures de précaution et, si nécessaire, d'atténuation des facteurs contribuables aux conflits armés dans le cadre du projet de développement économique ou de conservation de la nature. Et également un autre point qui parle de la garantie et de la transparence concernant l'utilisation des fonds. Et aussi un point important que mise en place et opérationnalisation de mécanismes non judiciaires internes de gestion
de conflits, de griefs et de conflits liés au projet du corridor Kivu-Kinshasa sans préjudice aux droits de recours aux juridictions compétentes. On comprend, il y a beaucoup de garanties, beaucoup de perspectives. Ce sont des garde-fous. Hein. Ce sont des garde-fous parce que ça dit que, vous voyez, comme la société civile et pourquoi pas d'autres partenaires trouvaient comme si c'était un projet où on dit c'est comme les cheveux qui tombent dans la soupe. Non, non, c'est un projet. Par après, ils ont compris que c'est vraiment, il y a des garde-fous qui, certainement, accompagnent la mise en œuvre de ces projets. Ce n'est pas un projet qui sort comme ça, mais c'est un projet réfléchi par les chefs de l'État et par ses partenaires aussi. Par ses partenaires, par son gouvernement. Et c'est comme ça que le gouvernement, n'hésitant pas, et après avoir invité, échangé avec presque tous les partenaires, qu'on a mis en place ces projets. Vous voyez, le président de la République, s'il devait prendre son sens autoritaire, il devait seulement mettre une ordonnance, paf, et puis on demande que ça puisse être appliqué. Mais le président n'a pas fait ça. Il y a eu la vision. On a mené ça au gouvernement. Le conseil des ministres a travaillé. Après avoir travaillé, le conseil des ministres a envoyé les projets des lois au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée a débattu. L'Assemblée a adopté. On a envoyé ça au Sénat. Le Sénat a débattu et a adopté. Et à la fin des comptes, on a ramené les projets sur la table du président de la République, afin de prendre l'ordonnance. Donc, vous voyez un peu, ça a suivi quand même une certaine procédure. Une certaine procédure normale. Ouais. Et ce n'était pas dicté. Et c'est comme ça que j'ai dit, s'il y a d'autres partenaires, surtout de la société civile, et pourquoi d'autres partenaires internationaux, qui trouvent qu'il y a des lacunes, il est mieux d'approcher les gouvernements. Et ils vont voir que les projets là, s'il y a des inputs, s'il y a des choses à ajouter, s'il y a des choses à enlever ou à compléter, certainement, vous voyez, il y a un arsenal juridique qui accompagne la vision du chef de l'État pour que ces couloirs soient certainement effectifs. Mais alors, aujourd'hui, parmi les griefs de ce projet-là que le Parlement avait endossé, et en tout cas validé, cautionné, et c'est également aussi la capacité de l'Institut congolais de la conservation de la nature, l'UCCN, de pouvoir être cette autorité étatique qui doit gérer tous les projets liés à ce projet. L'UCCN, malheureusement, on n'a pas encore eu, on a tenté plusieurs fois, on n'a pas encore trouvé un correspondant à l'UCCN qui doit venir peut-être éclairer la lanterne de l'opinion. Mais est-ce que vous pensez que les capacités opérationnelles, les capacités de l'UCCN aujourd'hui sont à même de pouvoir quand même gérer un tel projet? On parle de 100 000 espaces, 100 000 km² d'espace qu'il faut protéger, dont il faut promouvoir le développement. Dans ces 100 000 km², dans cette superficie, vous trouvez, il y a des villes, vous trouvez, il y a des forêts, il y a des concessions forestières appartenant à des privés, vous trouvez, en même temps, il y a des parcs, et vous trouvez des réserves forestières qui sont appartenant à des privés, et vous trouvez également des usines, bref, des propriétés qui sont là, le long de ce couloir-là. Comment est-ce que vous pensez l'UCCN pouvoir avoir les moyens nécessaires pour pouvoir justement assurer les contrôles sur un espace aussi vaste? Non, mais vous savez que l'UCCN, c'est un établissement de l'État qui n'est pas moindre. C'est un établissement national de l'État sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Et puis, à part l'environnement, il y a le ministère de Tourisme, il y a le ministère aussi de Défense qui entoure cet établissement. C'est un établissement crédible de la RDC qui est capable de soutenir, d'accompagner ces projets sans difficulté. Parce que, certainement, il n'est pas seulement ici à Kinshasa, c'est un établissement qui est national et qui a des partenaires nationaux, des partenaires au niveau national et au niveau international. Donc, quelque part, l'UCCN a des outils et des compétences
capable de gérer ces projets sans difficulté. Bon, ça c'est peut-être sur le plan technique, hein, sur le plan peut-être de la logistique, ça pose problème parce que déjà nous sommes à Kinshasa où on sait que les jardins zoologiques il semble ne plus vraiment fonctionner. Non, non, mais présentement là, les jardins zoologiques, c'est vrai qu'on est en train de réhabiliter. On est en train de réhabiliter. Soupé, ça va reprendre sa belle robe de l'autre fois. Les jardins zoologiques sont en train de réhabiliter. C'est tellement pas qu'on a fermé, et puis les gens peuvent se demander pourquoi, mais on est en train de réhabiliter pour qu'on remette son ancienne robe. Alors, mais je tiens à vous informer que sous la tutelle du ministère de l'Environnement, et pourquoi pas d'autres du tourisme, l'ICCN va certainement être en mesure de bien gérer les projets. Parce que vous savez, quand vous parlez de la Fondation Virunga, c'est géré par l'ICCN. Vous venez au niveau de la réserve de faune Okapi, c'est géré par l'ICCN. Les projets vont passer par là. Vous venez au niveau de Ngiri. Ngiri est géré, au niveau de l'Équateur, est géré par l'ICCN. Ici à Lukole, là, il y a aussi une réserve là, que j'ignore le nom, gérée par l'ICCN. Donc, quelque part là, la ligne qu'on emprunte pour ces couloirs, c'est vraiment touche, comme vous avez dit, touche les villes, touche les réserves, les parcs, mais l'ICCN est toujours là. Et puis, l'ICCN aussi a la capacité de gérer à la fois les écosystèmes et la population, voir aussi comment la population et l'écosystème peuvent cohabiter. Donc la facilité est là, et c'est une spécialité du ministère de l'Environnement. Je crois que n'ayez pas de crainte à ce sens. À Glasgow, le chef de l'État, lors de la conférence sur le climat, tout ça, le chef de l'État a dit a renouvelé l'ambition du pays de demeurer ce pays solution au changement climatique. La RDC, c'est également ce poumon qui gère ce que vous appelez, on a toujours appelé les bassins, les forêts de bassin du Congo. Nous, on a autour de 60% de sa superficie. Et on joue un rôle essentiel sur la conservation, la biosynthèse, tout ce que vous connaissez comme le carbone, les séquestrations de carbone, tout ça. Mais la plupart des cas, les populations locales estiment que les efforts pour la conservation de la nature ne sont pas de nature vraiment à promouvoir ces développements tant attendus, et que le pays se fait un peu distrait un peu justement par ces efforts sur la conservation de la nature, au lieu d'initier des projets de développement justement qui devraient, même s'ils consistaient à pouvoir détruire pour avoir un développement industriel. Oui, là vous parlez vraiment de la vision et de la pensée de la population, et certainement de la population congolaise qui est la population environnante de aires protégées, et qui par moment ils trouvent qu'ils ne sont pas bien considérés, il n'y a pas et vraiment que la conservation ne leur sert à rien. Il n'y a pas assez de retombées. Là, moi comme parlementaire aussi, je ne fais qu'appuyer la communauté, et je tiens à vous informer que ce n'est pas seulement en RDC. Il y a beaucoup de pays qui se lamentent de la façon dont d'autres projets de la conservation de la nature sont en train d'être implémentés sur le terrain. Il est vrai que nous devons continuer avec beaucoup de plaidoyer pour que les projets de l'environnement puissent donner des impacts dans la communauté. Parce que certainement, il y a des fonds qu'on dit, il y a autant de millions qu'on doit injecter, mais si le terrain, ça ne reflète pas la taille des enveloppes qu'on envoie. Pourtant que la population conservatrice des écosystèmes doivent nécessairement avoir une vie autre par rapport à ceux qui vivent aujourd'hui. Vous voyez, on est à côté d'une aire protégée, à côté d'un grand parc, mais on continue à vivre la misère, pourtant que les écosystèmes ou encore les ressources naturelles qui sont à côté, protégées par la population, peuvent servir pour la survie, mais ça ne sert pas. On parle de crédit carbone, mais jusque-là, quand je prends la partie Grand Équateur, on ne voit rien, on ne voit pas. Là, je parle comme parlementaire, on ne voit rien. Mais nous pensons qu'on doit avoir un plaidoyer, un lobbying fort, continuer à pousser le gouvernement
pour que même les partenaires qui y amènent l'argent puissent comprendre que non, ici on protège, on doit les aider. Ce qui est aussi mal, c'est que là où on protège, là où on garde les écosystèmes en état, on n'appuie pas beaucoup. Ouais. Et on appuie là où on détruit. Ouais. Et là, ça dérange aussi la communauté. Il est vrai que c'est un processus, mais nous pensons qu'avec la vision actuelle du gouvernement, où le chef de l'État lui-même se met au premier plan pour pousser, pour négocier, je crois que même son gouvernement suivra et on pourra avoir de bons changements dans les jours qui suivent. Voilà, à moins que vous ayez un dernier mot sur ce projet Couloir Vert, nous aimerions parler de notre sujet. Est-ce que vous pensez que c'est la réponse de l'État congolais à ce défi climatique et c'est la réponse de Kinshasa qui veut demeurer, qui veut peut-être prendre le leadership de cette histoire-là de la conservation de la nature, d'être les champions, le pays solution dans les secteurs de la conservation de la nature et du développement durable. Oui, mais c'est le couloir vert suffit à pouvoir revendiquer ces statuts. Non, ça ne suffit pas parce qu'il y avait déjà, je pense qu'on a 13 à 17% de l'atteinte des ODD. Des ODD, mais il manquait. S'il faut faire 30%, mais avec le couloir vert, ça ajoute, ça complète la vision, ça complète aussi la démarche. Mais la RDC, par son président, certainement a voulu confirmer à la communauté nationale, tout comme internationale, notre leadership. Parce qu'il y a beaucoup de pays voisins, même le Congo-Brazzaville, le Gabon, pourquoi pas le Cameroun, qui ne cessent de dire que non, ils sont plus forts dans l'environnement, dans la gestion de l'environnement, dans la gestion de la biodiversité. Pourtant que la grande partie de la forêt ou encore des écosystèmes de la biodiversité du bassin du Congo serait en RDC. Donc nous devons aussi, avec cette potentialité naturelle que Dieu nous a donnée, nous devons certainement aussi montrer notre valeur, notre leadership dans ça. Je peux vous donner un exemple ici pour le tourbier. Le Congo-Brazzaville n'a pas assez, mais il s'est dit que c'est lui qui doit prendre le leader. Pourtant que la grande quantité de tourbières, c'est en RDC. Alors dans ce sens, comme la tête, donc le président de la République a cette vision-là, nous devons matérialiser en montrant au monde entier que la RDC, c'est un pays solution dans le cadre de la biodiversité, dans le cadre de la gestion de l'environnement, dans le cadre du changement climatique. Il ne faut pas oublier que la RDC donne un tonus et un poids central. Voilà, on va terminer avec cette question du couloir vert avant d'entamer notre thématique, notre dernière thématique. Et avec cette question, il n'y a pas longtemps, je crois, lors de la dernière réunion au Conseil de sécurité, le Congo-Brazzaville, qui a été à la tête de l'initiative gouvernementale de proposer, et ce ce projet a même été voté, où l'année 2027-2036 est déclarée comme étant année de la biodiversité, où on est l'année des arbres. Je crois que vous avez lu ce document. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, malheureusement, il y a eu beaucoup de réticences, notamment les États-Unis ont contesté parce qu'estimant que cette initiative se collait justement aux objectifs de la COP 15, la COP 15 qui a eu lieu à Paris, et que comme ils se sont retirés des objectifs, des ambitions de la COP de Paris, qu'il n'était pas nécessaire de pouvoir déclarer la décennie de la biodiversité pour promouvoir justement le développement de la biodiversité. Est-ce que vous pensez que ce sont les initiatives de nature à pouvoir promouvoir justement la biodiversité en Afrique et à travers le monde? D'autant plus qu'on sait, vous venez de décrire ici le fait que bien que les initiatives sont prises, bien que l'argent est censé être débloqué, et que rien n'est fait sur le terrain et que les populations restent toujours gardiennes de ces forêts qui leur avaient été malheureusement par moments léguées par les ancêtres et qu'on leur prive justement des ressources qui sont à leur disposition. Bon, vous savez, certainement, c'est pas seulement... Vous allez comprendre qu'on a commencé des COP. Il y a les COP de la biodiversité, les COP pour le changement climatique depuis des années. On vient de vivre la COP 15 pour la biodiversité et puis 29 pour le changement climatique. Mais certainement, il y a beaucoup de pays, je vais me répéter là, il y a beaucoup de pays qui ne cessent de décrier qu'il y a beaucoup de pays pollueurs
qui n'arrivent pas à respecter les engagements. Il y a beaucoup de pays qui n'arrivent pas à respecter les engagements, et même si on peut avoir des initiatives, mais alors, les pays qui sont censés respecter les engagements tout en payant, tout en donnant des appuis, ils sont réticents. Et là, ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque beaucoup de choses. Et c'est comme ça que ça nous réveille, nous, beaucoup de pays africains, de voir que nous devons certainement, avec nos forêts, avec nos ressources naturelles, être aussi vigilants et à savoir négocier avec ces gens-là. Sans cela, on sera des perdants. Donc, il y a des initiatives qui peuvent venir, même de la RDC ici. Nous voyons, Madame la ministre de l'Environnement présente aussi beaucoup d'initiatives. Mais par moments, les pays pollueurs ou les pays qui se disent, les pays industrialisés, ils arrivent à écouter, à enregistrer, mais à la fin des comptes, ils n'appliquent pas. Et dernièrement, j'ai vu même au niveau de Colombie, le président colombien a crié, il n'a pas marché de mots pour dire que non, les Occidentaux, par moment, nous faisons l'effort de bien protéger nos ressources ou notre environnement, mais de votre côté, vous ne le faites pas, mais vous n'arrivez pas à respecter vos engagements. Et c'est à chaque fois où les grandes réunions se terminent à quai de poisson sans solution. Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des litiges, et ça n'avance pas. Donc c'est un peu ça. Nous devons comprendre qu'on peut avoir de bonnes initiatives, mais par moment, s'il faut attendre que ça vienne la réponse vienne de l'extérieur ou des partenaires, ça ne vient pas. Donc nous devons nous-mêmes savoir comment gérer nos ressources naturelles pour que demain ça puisse nous donner une valeur de développement. Et voilà, qu'est-ce qu'on amène finalement à la COP30 de Belém au Brésil? Ça va se tenir la COP30. Quel est le cahier des charges de la RDC? Bon, là, je ne saurais pas vous répondre. Vous ne parlez pas comme gouvernement parce que c'est l'exécutif qui apporte le cahier de charges, mais en tant qu'initiative parlementaire, quels sont les défis environnementaux du pays? Parce que déjà, c'est ça même l'intitulé de l'émission. Oui, mais pour ça, comme parlementaire, là, je dis, nous soutenons les efforts et la vision, je sais, le cahier des charges du gouvernement, pour que la RDC, qui fait valoir sa valeur naturelle, puisse aussi être bénéficiaire des capitaux pouvant induire un développement. Ce n'est pas intéressant de voir que le président est allé se battre pour avoir les 500 millions de dollars américains qui sont gérés par CAFI. Mais aujourd'hui, cet argent pour sortir, on ne sait pas comment ça sort. Il y a des difficultés pour que cet argent arrive sur le terrain. Et donc, pour arriver à décaisser cet argent, il y a vraiment des difficultés. On a mis des mécanismes et des mécanismes. Là, ce n'est pas intéressant. Parce que nous soutenons la population congolaise. On soutient les initiatives du chef de l'État et de son gouvernement pour la protection, pour la préservation de l'environnement, de la biodiversité. Mais au retour, si on n'arrive pas à avoir facilement les ressources nécessaires pour pouvoir conduire, pouvoir aider le gouvernement pour un développement, ça ne serait pas intéressant. Je peux vous dire aujourd'hui, nous sommes dans les grands équateurs. On n'a pas de routes, on n'a pas de ponts. Il y a des ponts qu'on doit construire, plus de 1000 ponts. Mais est-ce que avec notre forêt, avec nos parcs, avec nos aires protégées, on ne peut pas avoir l'argent qui puisse accompagner les gouvernements pour faire ça? L'accomplissement de tout ce Donc, projet. comme parlementaires, nous voulons que les ressources naturelles de notre pays puissent servir au développement de ces pays. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ce couloir vert. Je rappelle que c'est un projet gouvernemental qui a été déjà acté le 15 janvier 2025 par un décret du Premier ministre, de la Première ministre, pour être précis, Judith Suminwa. Ce projet, on en parle toujours. Vous voyez qu'on a reçu un parlementaire qui a travaillé sur le dossier. Mais l'environnement, ce n'est pas seulement la biodiversité, c'est aussi les zones urbaines. Kinshasa, capitale de la RDC,
est considérée comme parmi les villes les plus sales du monde. À un moment, on parle de la ville belle, et aujourd'hui on parle de Kinshasa, la poubelle. Kinshasa, c'est une ville sous l'eau depuis quelques temps, avec des précipitations qui ont malheureusement poussé de centaines de milliers de personnes hors de leurs habitations. On parle aujourd'hui des sinistrés et de centaines de morts. C'est chaque année, à la même période, avril, mai, qu'il y a des morts. Et beaucoup d'initiatives sont prises par le gouvernement, semble-t-il, mais rien, en tout cas, ne marche sur le plan concret. Aujourd'hui, par exemple, de quartiers de Kinshasa, certains quartiers sont carrément vidés de leurs habitants parce que on ne sait pas là où habiter, parce qu'il y a des difficultés pour pouvoir justement avoir un habitat beaucoup plus commode à ses besoins traditionnels. Alors, on a produit un documentaire, un mini-documentaire, nous avons l'exclusivité maintenant, présenter comment est-ce que la vie de Kinshasa et les défis climatiques qui sont liés, il s'intitule Kinshasa, ville sous l'eau. On regarde. Kinshasa, la mégalopole aux 17 millions d'habitants en 2025, est la troisième ville la plus peuplée d'Afrique, après Le Caire en Égypte et Lagos au Nigeria. La capitale de la République démocratique du Congo est non seulement la plus grande ville du pays, mais aussi la plus visitée de la sous-région de l'Afrique centrale. Étalée sur 9925 km², Kinshasa est ce point de conjonction entre les sous-régions des Afriques centrales, australes et de l'Est, d'où l'appartenance du pays, la RDC, nation aux 120 millions d'âmes, à ces trois communautés sous-régionales avec une densité moyenne de 577 habitants par km². La capitale congolaise est de loin l'entité la plus peuplée du pays, la moyenne nationale étant de 24 habitants par km², avec son relief composé d'une plaine marécageuse et alluviale dont l'altitude varie entre 275 et 300 mètres et d'une région de collines située à une altitude allant de 310 à 370 mètres constituée de Mongafula, Ngaliema, Moamba et le plateau du Kimweza et de Mbinza, la ville fondée en 1881 par Saleh sur la rive sud du pôle Malébo s'est étendue vers le sud et l'est pour couvrir actuellement une superficie d'environ 30 sur 15 km², représentant la moyenne d'environ 20% de la superficie générale de la capitale. Avec un climat chaud et humide où la température moyenne varie entre 22,5 à 25 degrés Celsius, la ville est caractérisée par deux saisons, la grande saison de pluie allant de septembre à mi-mai et de la saison sèche allant de la mi-mai à août. Il pleut donc abondamment sur Kinshasa et ses environs comme partout à travers la RDC qui est traversée par la ligne équatoriale. Située sur la rive gauche du fleuve Congo, l'agglomération a connu une forte augmentation de sa population. En 1955, à la veille de l'indépendance du pays en 1960, Kinshasa ne comptait que 292 000 habitants avant de franchir la barre de 1 million en 1970. Une démographie galopante due à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation du taux de natalité, le développement du commerce ou encore l'exode rural suivi de l'occupation anarchique des espaces engendra ainsi de nouveaux défis pour le pouvoir public. Inondations, les constructions anarchiques dans les zones non édificantes, la concentration des centres d'intérêt dans les centres-villes hérités de la colonisation sont les défis auxquels Kinshasa est confronté. Pour les inondations par exemple, la capitale congolaise est régulièrement sous l'eau à chaque période pluviale, provoquant ainsi des milliers de sinistrés, des sans-abri, hormis de morts et de disparus, aux côtés de la destruction des infrastructures essentielles telles que des habitations, de routes et autres.
Concentrée dans un périmètre aussi réduit, la population de Kinshasa ne dispose plus, pour la plupart des cas, d'un espace de vie conforme aux standards admis. L'air est pollué, causant de millions de victimes directes et indirectes. Depuis plusieurs années, les autorités ont tenté de remédier à la situation en mettant en place des structures comme SOSAC, créée en 2014 pour implémenter un schéma d'orientation stratégique dans l'agglomération de Kinshasa, entre autres, étendre la voirie, créer de nouveaux pôles d'activité de commerce, urbaniser la ville avec une interdiction formelle de construire dans des zones exposées aux catastrophes. 10 ans après, les résultats de ce plan qui devrait aller jusqu'en 2030 peuvent être débattus. Aujourd'hui, la ville dont la population augmente annuellement de plus de 4,5% continue à croître, produisant la moyenne d'1 million de tonnes de déchets par jour, dont le taux de collecte organisé ne dépasse pas 25%. Avec plus de 8 millions d'automobilistes en circulation, la capitale congolaise est l'une des villes les plus polluées et polluantes d'Afrique, avec des ressources limitées, parfois des projets mal gérés et une population peu consciente des dangers liés à la dégradation de son espace de vie. Le pouvoir public tente de multiplier des initiatives pour un retour à la normale, notamment la conclusion de partenariats avec des structures privées dont les effets d'entraînement restent limités. Le défi reste encore entier, nécessitant des politiques publiques transversales, audacieuses, nécessitant l'implication soutenue du secteur privé et de la communauté scientifique pour des solutions efficaces sans lesquelles Kinshasa tend vers la situation d'une ville de plus en plus inappropriée à la vie. Alors, vous avez suivi avec attention ces petits documentaires. Quel est votre commentaire dans une ville où 17 millions d'habitants sont concentrés dans à peine 20% de la superficie de la ville? Une ville qui a, on l'a dit, oui, autour de 9,925 000 km et aujourd'hui n'est qu'habitée que à 15 ou 20% de sa superficie. Donc le reste de la ville n'est pas occupé. Et toute la concentration engendre tout ce que vous avez vu comme constructions anarchiques, tout ce que vous avez... Comment on fait pour s'en sortir? Bon, vous savez que ça fait très mal. Et je vous dis que, comme député, le Parlement n'est pas indifférent. Hier même, on a quitté la salle à 21h30, 22h, parce qu'on a invité certains ministres. Et nous avons déjà pris l'option de commencer à contrôler, à faire les initiatives de contrôle. Pourquoi? Parce que nous voyons comment la ville est tentée d'être gérée. Ça fait quand même très mal et ça dérange. Hier, le ministre de l'Urbanisme était là, le ministre de la Santé aussi, ou dans d'autres cas. Mais il y a eu des questions transversales qui sont jusque-là pendantes parce que ça doit toucher d'autres ministères pour qu'ils viennent certainement répondre. Il est vrai que nous avons la pensée, il y a même un député qui aurait émis hier une pensée de voir que dans les jours qui viennent, on puisse un peu déconcentrer la ville de Kinshasa pour qu'on puisse un peu faire, étendre la ville dans d'autres milieux où il y a possibilité qu'on puisse vendre. Parce que la ville est concentrée, tout le monde est concentré à un endroit, mais on doit aussi amener la population vers le Bandundu, tout ça où il y a l'espace. Donc, pourquoi on doit amener les gens au Bandundu? Quand on vous rappelle déjà, le documentaire est clair, Kinshasa n'est habité que par 20%, dans 20% de sa superficie. C'est 30 sur 15. Oui, mais parce que c'est tellement... les gens sont concentrés. Il y a encore la possibilité d'aller au Maluku, à Maluku. Maluku, j'ai dit Maluku, oui, j'ai dit. Qui n'est occupé aujourd'hui qu'à peine au Oui, j'ai dit Maluku, pas Bandundu, mais la route. La route Maluku. La route Maluku. Mais je crois que les efforts sont en train d'être faits. Le gouvernement est en train d'étudier comment arriver à mettre en place un mécanisme, un processus où certaines personnes doivent
vous ne voyez pas. Il y a la cité Malébo qui est là-bas. Ouais. C'est le gouvernement qui aurait fait avec le gouvernement provincial. Je crois que... Et puis, on est tenté de lotir de l'autre côté où il y a la tombe du fait Etienne Tshisekedi. Là aussi, vous voyez, aujourd'hui, il y a une cité qui est tentée vers Kimpoko et tout ça là. Donc je crois que on encourage quand même les gens à arriver là-bas pour prendre des espaces. Mais il est vrai que la ville, certainement, il y a un problème de gestion et que nous pensons, aujourd'hui même au niveau du Parlement, que nous puissions suivre un peu, parce que le gouvernement central a donné quand même des moyens aux entreprises pour arranger certaines routes, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, il y a un peu un retard d'exécution. Et tout ça là, ça bloque pour qu'on puisse avoir les embouteillages, on puisse avoir beaucoup d'eau qui sont en train de stagner, parce qu'il n'y a pas de caniveau, la canalisation est presque nulle, ou la canalisation presque morte, ou quoi là. Tout ça là, ce sont des efforts que nous aussi comme Parlement, nous avons commencer à faire notre contrôle parlementaire au ministre. Les ministres de l'urbanisme est passé hier. Je crois que les domaines aussi connexes pourront aussi venir. L'OVD était aussi invité, mais il avait eu l'invitation de l'Assemblée nationale un peu en retard. Il s'est excusé hier. Et nous pensons qu'au fil des routes aussi va venir. Bon, au fil des routes, c'est pour l'intérieur, mais l'OVD va pouvoir venir même la semaine prochaine pour nous expliquer et que nous puissions donner nos avis et considérations sur la façon de gérer la ville, parce que c'est notre capitale. Et je suis très touché quand on dit, au lieu de dire Kinshasa la belle, Kinshasa la poubelle. La poubelle, c'est pas intéressant. Parce que dans notre temps, nous produisons 1 million de déchets par jour et à peine 25%. Bon, 1 million de déchets, c'est par rapport aussi à la population, à la démographie qui est enregistrée au niveau de Kinshasa. Parce qu'avec la moyenne de 0,07% et 0,07 kg par jour, le total de 17 millions, ça donnait 1 million de déchets par jour. Et puis, certainement, ça pose problème pour l'entretien. Et je pense que l'Assemblée nationale a pensé qu'on ne peut plus, parce que c'est la ville-province, mais d'abord, comme ville-capitale, nous avons pris l'option de commencer à contrôler. Parce que certainement, autrefois, on pensait qu'on devait laisser la responsabilité au gouverneur avec les députés provinciaux de contrôler. Mais nous avons dit, c'est l'argent qui vient au gouvernement central. Le gouvernement central a donné beaucoup d'argent pour l'entretien de cette ville. Nous, comme députés nationaux dans l'ensemble, nous pensons que nous allons commencer à contrôler, comme on a commencé déjà hier. Nous allons commencer à contrôler pour que nous puissions certainement mettre la pression que notre ville capitale puisse vraiment avoir sa robe de l'autre fois. Merci beaucoup, honorable, d'avoir accepté cette invitation. Écoverte se termine ici. Je rappelle que vous êtes Célestin Ngelemba Bokoué, député national élu sur la liste de l'UDPS Tshisekedi dans la circonscription électorale de Monkoto, province de la Chuapa. Et vous êtes premier vice-président du groupe parlementaire Le Peuple d'abord, donc de l'UDPS. Et vous êtes également membre de la commission parlementaire environnement, tourisme, ressources naturelles, le développement durable. Vous êtes un agronome, ingénieur agronome, disposant de solides connaissances en évaluation de projets et en gestion de catastrophes naturelles. Et également président du groupe parlementaire de député de la Chuapa et initiateur d'un projet de loi, d'une proposition de loi, d'une loi probablement à venir, Hommes et Faune, pour étudier le conflit entre les populations locales et les projets de développement de population dans les secteurs de l'environnement. Merci beaucoup, honorable, pour votre disponibilité. Merci, monsieur le journaliste. À très bientôt pour Écoverte. Merci à l'équipe technique pour la coordination technique. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a accompagné pour présenter cette émission. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir.